Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pam. Alors aujourd'hui, nous accueillons un expert qui a su marquer de son empreinte le paysage e-commerce français. Après des expériences en tant que SEO Business Developer, e-shop manager pour un grand compte de cosmétiques et e-merchandising manager pour une marketplace française reconnue, notre invité a développé une passion indéniable pour tous les aspects du commerce en ligne. Ces étapes ont été le tremplin vers son rôle actuel. En 2018, il rejoint Fago, une marque française emblématique de vêtements, en tant que chargé de projet e-commerce et CRM. Rapidement, il prend les rênes du pôle e-commerce, doublant le chiffre d'affaires du site en seulement 5 ans. Sa trajectoire, marquée par la passion, l'innovation et la détermination, est une source d'inspiration pour nous. Découvrons ensemble comment il bouscule le game du CRO français. Bienvenue sur le podcast, Martin. Merci Pablo pour cette introduction très modeste. C'est ça, toujours. Et merci Laurent pour l'invitation. Ravi d'être là non, c'est vrai que c'était très laudatif. Non, j'espère pouvoir être intéressant et apprendre des choses aux auditeurs et partager mon expérience. C'est sûr, Martin, c'est sûr. Merci pour ton temps. En tout cas, c'est super chouette de t'avoir dans le podcast. Et on va commencer avec la première question. Est-ce que tu pourrais nous présenter le e-commerce de Fago et aussi nous en dire un peu plus sur comment vous arrivez à vous positionner par rapport à vos concurrents? Carrément. Le e-commerce chez Fago, c'est un site en 2 langues, en français et en anglais. On fait environ 5 millions d'euros de CA sur nos sites. Et on a aussi une partie marketplace avec La Redoute, Galeries Lafayette et VP notamment. Pour faire tourner ça, je suis accompagné de 2 personnes en CDI et 2 alternants. J'ai une personne qui s'occupe du service client, une personne qui s'occupe de l'opérationnel du site, c'est-à-dire mise en ligne des collections, merchandising, animation commerciale. Une autre personne qui s'occupe du SEO et une dernière personne qui a un gros focus sur le taux de conversion. Voilà, et moi-même qui gère pas mal de projets pour améliorer le taux de conversion également. Voilà, la différence de notre site, c'est en fait celle de notre marque qui est d'être éco-responsable. Si je voulais faire très simple, c'est de dire qu'on plante des arbres, mais là il y a le responsable com qui me tombe dessus en disant Martin, mais c'est pas du tout ça. Pour faire un peu plus long, en fait, c'est une démarche écologique de la conception du produit jusqu'à sa fin de vie. C'est-à-dire qu'on réfléchit à comment émettre le moins de CO2 possible en concevant un produit qui est fabriqué à partir de matières recyclées. Donc on mesure vraiment nos émissions de CO2, on les réduit avec les matières recyclées, et après on les compense en plantant des arbres. Et en parallèle de ça, on accompagne aussi nos clients vers des modes d'habillement plus sains, en favorisant la seconde main. Donc par exemple dans nos boutiques, on vend des articles Fago de seconde main. On favorise aussi le recyclage des produits qui peuvent plus être portés et la réparation des produits dans nos boutiques Fago. Voilà, et pour finir, notre dernier engagement en mission, c'est d'être hyper transparent sur tout ça et d'être les meilleurs possibles. En témoigne notre labellisation B Corp. Donc voilà. Donc, ça correspond à quoi, très simple, je connais pas. Ouais, B Corp, c'est un label américain hyper exigeant au niveau de la RSE, donc responsabilité, enfin que ce soit social, écologique et le troisième pôle j'ai oublié, mais voilà les 3 trucs de la RSE. Et en gros, ça veut dire que tu es bon partout, quoi. Aujourd'hui, il y a environ 3000 entreprises dans le monde qui sont labellisées B Corp. Ah ouais, et en gros, c'est hyper select, ouais. Tu réponds à un questionnaire genre archi dur, et en fonction de ton score, soit tu as plus de 82 points, je crois, un truc comme ça, et c'est go, tu es labellisé B Corp, ou soit t'es pas assez bon et taffe un peu et tu rebosses, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste genre comme le bac où tu l'as, t'as eu plus de 10 et c'est bon. Ça te met dans une logique d'amélioration continue. Ok, Fago, nous, la première fois qu'on l'a passé, on a peut-être eu 84, mais ça te donne des pour-actions sur comment avoir peut-être 86 dans 3 ans quand tu repasses ta labellisation B Corp. Parce que du coup, elle se repasse tous les 3 ans. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que tu peux pas genre avoir ton B Corp et après faire n'importe quoi, parce qu'après, sinon, tu le fais retirer au bout de 3 ans. Et de toute façon, l'idée, c'est d'être hyper. Enfin, l'idée, c'est d'être dans une logique d'amélioration continue. Et ce qui est trop bien, c'est que B Corp, ça te donne des billes des idées en fait sur quoi faire pour avoir une meilleure note. Et du coup, avoir une meilleure note, ça veut dire que tu as une empreinte sur la société qui est meilleure, quoi.
Nickel. Voilà, et Ok, ça passe top. par pas mal de niveaux, même tu vois, la gouvernance en interne, est-ce qu'il y a une parité au niveau du comité de direction? Enfin, après, il y a Ok. vraiment une centaine de critères, donc je ne les ai pas tous en tête, mais voilà. Bon, bah super, super intéressant. Ok, maintenant on va parler de la partie plutôt CRO. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour ceux qui nous écoutent, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ça? Alors c'est pas, je sais que c'est pas facile comme question parce que on fait toujours du CRO quand on fait du e-commerce. Logiquement, Ouais. depuis le début, on s'intéresse déjà à comment optimiser la Hmm. conversion. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de Fago où vous avez industrialisé un peu des process CRO? Et est-ce que tu t'as pu identifier un peu ce moment-là? Et qu'est-ce que vous mettez en place du coup par la Hmm. suite comme process pour optimiser votre taux de conversion? Et Ouais. juste question complémentaire, tout à l'heure tu disais qu'il y avait une personne dans l'équipe qui était dédiée à la conversion. Est-ce Hmm. que cette personne-là, vous l'avez rentrée très vite dans le système ou est-ce que vous avez mis vraiment du temps à professionnaliser ça plus ou moins? Ouais, Ouais, bonne ça a question. mis pas mal de temps à se professionnaliser. Ouais, pour faire un historique sur l'activité e-commerce de Fago, enfin pour l'activité même commerciale de Fago, Fago ça a été créé en 2009 avec à la base le wholesale, donc les revendeurs externes, et juste après Ok. le e-commerce et l'activité e-commerce. Donc c'est le deuxième canal de la marque qui a dû être lancé en 2010-2011. Euh, voilà. Moi, quand je suis arrivé en 2018, on faisait un peu moins de 3 millions d'euros de CA, plutôt 2 je pense. Et on était 3 dans l'équipe. Une personne responsable du pôle, un chargé de projet e-commerce et CRM et une responsable service client. Et ça veut dire qu'à 3, pour faire 3 millions, bah, tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que gérer l'acquisition de trafic, la fidélisation, euh, même la conversion sur le site, enfin, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et comme on Bien était sûr. que 3, bah, tu peux pas aller au fond des choses sur tous les sujets. Donc, ce que je veux dire, c'est que en 2018, quand je suis arrivé, évidemment, on bossait l'optimisation de la conversion, mais on le bossait pas de manière hyper aboutie. C'est-à-dire qu'on le faisait plutôt au doigt mouillé. Au C'est-à-dire feeling, on quoi. sentait, ouais, au feeling carrément, on sentait que, par exemple, proposer la livraison mondiale relais, ça allait nous aider. On sentait que afficher les délais de livraison dès la page produit, ça allait nous aider, mais on savait pas le mesurer et quantifier bah, l'incrément de conversion que ça nous générait. Mais on le faisait quand même parce qu'on se doutait que ça marcherait. Ce qui s'est passé, c'est que l'activité globale de Fago a bien marché, belle croissance du coup. Et en 2021, en fait, on a pris, après le Covid qui a fait un bel accélérateur sur la partie e-commerce, Mhm. on a pris la décision de plus se staffer. Donc on est passé de 3 à 4. Il y avait une personne qui a été recrutée pour gérer la partie acquisition de trafic et fidélisation, donc CRM. Moi, c'est des choses que je gérais dans mon équipe. Moi, la partie acquisition, c'était genre 20% de mon temps. La partie CRM, c'était 30% du temps d'une personne de mon équipe. Ok. Et du coup, ça, c'est parti dans 100% du temps d'une autre personne. Et ça nous a libéré du temps, moi, pour gérer des projets digitaux comme sur l'omnicanalité, comme le click and collect. Et la personne de mon équipe qui gérait le CRM, bah, maintenant, elle gérait la conversion. C'est-à-dire qu'en 2021, 22 même, quand elle a été recrutée, du coup, euh, et bah, du coup, là, on a commencé à industrialiser vraiment la CRO. Ok. Et du coup, bah, c'est quasiment 10 ans après le lancement du e-commerce. Donc, oui, on le faisait, on l'a toujours fait, je pense, en 10 ans de e-commerce, mais fait bien comme aujourd'hui on le fait, euh, bah, seulement depuis 1 an et demi, en fait. Euh, voilà. Et Et qu'est-ce qu'on Martin, juste fait? une petite question. Excuse-moi de te Ouais. couper par rapport à ça. L'envie d'industrialiser un peu cette partie conversion et d'avoir quelqu'un qui gère vraiment cette partie-là à 100%, qui est arrivé en 2021-2022, c'est venu d'où en fait? Ça Ouais. s'est fait naturellement, tu penses? Ou c'est parce que vous regardiez ce qui se faisait un peu outre-Atlantique? Ou vous Hmm. voyez le mouvement arriver en France? Ou Non, en fait, c'est c'est venu plus quelque part? l'inverse. C'est plus on s'est dit, en fait, il nous faut un expert sur la partie acquisition de trafic et fidélisation. Parce qu'on Ok. sentait que nous, en interne, enfin, moi, en interne, qui gérait l'acquisition, c'était pas mon point fort, quoi. Donc, on s'est dit, tiens, il nous faut quelqu'un qui va nous permettre d'aller au niveau d'après sur la partie acquisition de trafic. Mais on s'est dit, bah, en fait, aujourd'hui, c'est 20% de mon temps ou 30% de mon temps. Ça peut Ok. pas être 100% du temps de quelqu'un d'autre. Donc, on s'est dit, OK, on va aussi lui donner le CRM qui était dans le giron d'une personne de mon équipe pour que ça Mhm. fasse un temps plein, quoi. Et du coup, on a recruté cette personne-là. Et dans mon équipe, c'est posé la question, bah oui, mais du coup, il y a une personne qui passait 30% de son temps à faire du CRM. Qu'est-ce qu'il va faire?
Et du coup, je me suis dit, ah bah, trop bien, on va pouvoir bosser sur l'optimisation de la conversion. Et en fait, Ok. ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de cette réflexion, on a eu une belle opportunité de travailler avec un outil d'A/B testing qui à l'époque était A/B Testy, à un prix défiant toute concurrence. Ok. Et parce que à l'époque, Fago était dans le giron du groupe Eram, et il y avait un contrat cadre qui se renouvelait, et on a proposé à Fago d'en faire partie pour le renouvellement, et c'était un prix, enfin vraiment, c'était vraiment pas cher, donc je me suis dit, faut vraiment qu'on y aille. D'ailleurs, j'ai souscrit et j'ai payé 3 mois dans le vent avant que la personne qui s'occupe de la conversion arrive dans mon équipe. Mais, Ok. mais voilà, c'est l'occasion qui a fait le larron sur ce coup-là. Euh, et du coup, on a souscrit à un outil d'A/B test qui était A/B testé à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, la personne est arrivée dans mon équipe début 2022, et en gros, elle avait 30% de son temps sur la conversion. Et comment nous on fonctionne, enfin, quelle est notre démarche CRO? Elle est assez simple. C'est on se base toujours sur de l'analyse, donc on part de la donnée, et pour Mhm. ça, on utilise majoritairement Google Analytics pour regarder la performance de chaque étape euh, du tunnel de paiement. Et quand je dis tunnel de paiement, c'est plutôt funnel de paiement dès la home page jusqu'à la page confirmation de commande, mais en passant aussi par la page catégorie et la page produit. Pas juste le tunnel de paiement, page Bien panier, sûr. livraison, Mhm. paiement. Voilà, c'est vraiment toutes les étapes du site. Donc, Vous passez par des landings aussi? Parce que j'imagine que les pubs, vous les renvoyez pas forcément en collection ou produit. Il y a peut-être des landings ouais, spécifiques pour des nouvelles collections ou majoritairement quand autres. même en page catégorie. Ok. Ok. Ouais. On n'a pas encore mass testé ça, de faire des landings dédiés. Je crois un peu, mais Ça marche super bien, ça. Il y a pas mal de gens ouais. qui s'y mettent. Et je sais Ouais. qu'il y a des gens qui A/B testent aussi pas mal. Tu Mm, renvoies soit sur collection, soit sur page produit, voir ce qui peut performer un peu. mm, mm, Je sais mm, pas mm. si vous avez le testé, mais Ouais, c'est bah, intéressant. je vais en parler à la personne de l'acquisition chez nous. Ouais, ça peut être top de faire ça. Euh, donc, Ok, donc vous analyse de la utilisez Google donnée. Analytics. Ouais, Ouais. Google Analytics qui permet d'avoir une donnée hyper quanti, et qui permet d'identifier, tu vois, là où on est en régression sur les Là où vous performances pêchez. versus Ouais. N-1. Donc, Mm. est-ce qu'on pêche sur le taux d'ajout au panier en page produit? Est-ce qu'on pêche sur le taux de transformation de l'étape 2 à l'étape 3 du tunnel de paiement? Mhm. Et du coup, une fois qu'on sait où est-ce qu'il est important de regarder plus dans le détail, là, on va aller creuser avec des données plus qualitatives. Et pour ça, à l'époque, on utilisait Hotjar Mhm. pour aller voir des recordings de sessions, ou même parfois on faisait des petits sondages sur le site pour savoir Ouais. ce que pensaient les utilisateurs de telle ou telle fonctionnalité. Mais entre-temps, Hotjar, c'est devenu assez cher. Ouais, c'est un peu cher Les maintenant. prix ont bien augmenté, C'est 80 l'inflation, euros, non, c'est... l'abonnement maintenant, je crois. 80 euros, Ouais, non? non, Enfin, non, non. peut-être pour les En sessions. fait, Ça avant, dépend c'était... pour le nombre Avant, enfin, ça d'utilisateurs. dépend le nombre de Ouais. sessions, mais en gros, avant, Ouais. moi, je payais 90 € par mois. Mm. Et du coup, je l'activais, tu vois, un mois ou deux, De temps en temps. Ouais. et Ouais, voilà, et après je le désactivais. Et sachant aujourd'hui, qu'il est tu vois, si gourmand vous en voulez plus. l'utiliser, c'est 500 € par mois. C'est 500 Ouais, euros c'est par Ouais. mois. pas. Ah, Et Si tu veux un certain trafic. Ouais. Ouais. c'est pas que lié à la croissance de trafic de Fago. Là, pour le coup, on parle de 10% d'inflation sur les produits alimentaires, mais Hotjar, il y a une sacrée inflation qui s'est mise. Donc, Sachant qu'Ojar, il a un deuxième coût indirect, c'est ton coût en temps de chargement de page qui te fait perdre carrément, aussi de la conversion. Bien carrément. Et sûr. c'est Donc il aussi pour coûte ça plus cher que que, 500. ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je recommande, surtout quand on a une petite équipe e-commerce et qu'on ne fait pas de l'analyse de données quali tous les jours, c'est des outils comme Hotjar, ou il y en a d'autres. Hein, Clarity? bah, Vous êtes Clarity, Clarity, ouais, non, du coup, maintenant? j'utilise Clarity, ouais, Il est top. en ce moment. Clarity de Microsoft, qui est gratuit. Mm. Mhm. Ben en fait, c'est que quand j'en ai besoin, je l'active, ça enregistre de la donnée pendant une semaine, et là, j'utilise la donnée pour faire mes analyses. Mais dès que j'ai fini de l'utiliser, bah, je Ouais, il l'enlève, faut quoi, couper parce le que script, ouais. Mm. en fait, Mhm. bon, ça parlera peut-être. Enfin, en gros, c'est 140 millisecondes de temps de chargement supplémentaire, parce que le tag, Ouais, c'est pas anodin quand même. il se Ouais. voit. Et d'ailleurs, quand tu es dans Google Page Speed, un outil que j'utilise pas mal pour mesurer la vitesse de temps de chargement de mes pages, tu peux voir dans les ressources tiers bloquantes ou code JavaScript lourd. Enfin, il y a un truc dédié. Et en fait, Clarity, il apparaît en premier, quoi. Waouh. Devant mon GTM. Enfin bref, c'est très lourd, quoi. Ouais. Ouais. L'Ojar, je crois C'est très qu'il est très 4 lourd. fois plus lourd que Clarity en plus, qu'il est à 500 ou 600, c'est Ouais. assez fat. Ouais. Mm. Donc, donc voilà, faire gaffe à ça. Enfin, faut pas le laisser actif si tu l'utilises pas, en fait. C'est ça, Ça. tu Parce que tu vas mets deux pourrir trois ton semaines et site. tu cut, quoi.
Mm. Ouais. Enfin, Ouais. moi, c'est Norako. Après, ça dépend de ton. Ça se trouve, t'as genre une personne qui est dédiée dans ton équipe à l'analyse quali de la conversion parce que tu es la Fnac et que tu as genre 15 millions de personnes par mois, tu vois, sur ton site ou par jour sur ton site. Mais voilà, quand on a une plus petite Et, activité ouais. commerce comme Fago, il n'y a pas Juste, besoin de ça. juste pour réagir à ça, Martin, même effectivement, même s'il y a une personne dédiée à ça, je te rejoins complètement. Il faut couper cet outil de temps en temps. Nous, on l'a vu, le 140 millisecondes, c'est pas du tout anodin sur la conversion. On l'a vu dans le cas d'un client on avait deux courbes. On comparait la courbe des web perfs et la courbe du taux de conversion directement. Et on voyait qu'elles se croisaient à chaque fois. Tu augmentais les web perfs, enfin, tu les améliorais, tu avais la conversion qui augmentait. Et tu les diminuais, tu avais la conversion qui diminuait. Mais Mm, c'était vraiment, les courbes étaient parallèles. C'était hyper intéressant. Et mm, donc, clairement, on avait désactivé aussi pareil. On avait désactivé Ojar et puis on avait optimisé les web perfs à côté. On avait clairement rehaussé le taux de conve mm. juste en touchant web perf, mais Ouais, rien d'autre. Donc, c'est OK. Il y a des ouais. gens qui disent oui, les web perfs, ça sert pas à grand chose, etc. Bah Mm. ouais, mais en fait, tu vois quand même des résultats. La personne, si elle a sa page qui se charge en 2 secondes à la place de 5, bah si, malheureusement, ça change Ouais. beaucoup sur la conversion, quoi. Mm, D'ailleurs, malheureusement, c'est souvent la première problématique que les gens oublient de résoudre. Ils disent, oui, on va améliorer la page et tout en Ouais, déplaçant telle fonction, telle section, mettant des avis, ce que tu veux. Mais si ta page, elle met déjà 5-6 secondes à charger, c'est mort, en fait. Ouais. c'est Puis clair. même Donc, là, on parle de différence de secondes, mais en fait, c'est pas entre 2 et 5 ou 4 et 5, c'est même de 2 à C'est 2,3, ça ça, change beaucoup en fait. Parce que là, on se parle c'est d'écart de ça. secondes et ça paraît un peu impossible, je trouve, de réduire son temps de chargement de plusieurs secondes. Enfin, moi, Ouais, je c'est pense vrai. que j'y arriverais pas, quoi. Mm. Mais même 0,2 secondes, ça change beaucoup sur le taux de rebond, quoi. Parce qu'on ne C'est parle pas clair. de une session, mais on se parle de 1 million de sessions sur l'année ou sur Mm. plusieurs mois, quoi. Et, c'est ça. C'est et clair. en fait, même 0,1% de différence sur le taux de conversion, bah, c'est des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, quoi. C'est clair, c'est clair. Clairement, ouais. Mais ouais, du Et coup, donc, ce process, pour revenir ouais, sur la démarche CRO plus globale, donc il y a une première partie analyse. ok. Donc aujourd'hui, bah, en fait, depuis 1 an et demi, on fait une analyse par mois de la conversion. C'est-à-dire, début septembre, on va analyser la conversion de août. On analyse le taux de passage, notamment via Google Analytics, sur toutes les étapes du tunnel de paiement et on voit ce qui a bien fonctionné. Ok, bah, trop bien, on a amélioré l'étape de enfin, le taux de passage de l'étape choix du mode de livraison à choix du mode de paiement parce qu'on a rajouté Mondial Relay, qui est une nouvelle typologie de livraison et ça a bien performé. En revanche, bah, ça s'est écroulé sur le taux d'ajout au panier. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va regarder plus dans le détail avec du Kali ou via du Hotjar ou du Clarity. Ok. Et cette analyse de données permet de sortir des constats et des recommandations. C'est OK, bah, constat, le taux d'ajout au panier baisse, reco, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bah, là, on va faire aussi une petite phase de bench sur des sites concurrents, soit dans l'univers dans lequel je travaille, à savoir la mode, soit dans des univers complètement bah, différents, quoi, genre le site de Laura Merlin, le site de Mano Mhm. Mano. Enfin, il y a plein d'e-commerçants autres qui ont bah, des très bonnes idées. Et ça va permettre d'identifier les tendances dans le e-commerce. Et, euh, Mhm. et nous, chez Fago, ce qu'on dit souvent, euh, c'est qu'on est précurseur sur nos produits, pas sur nos services. C'est-à-dire que moi, je vais sur mon site internet, je vais pas aller bêta-tester des nouveaux services d'IA pour faire des recotailles en se prenant en téléphone avec son téléphone, en se prenant en photo avec son téléphone. Ça, je veux pas le Mhm. faire parce que c'est pas une norme du marché. En revanche, le paiement fractionné, qui depuis 2-3 ans explose dans l'e-commerce français, bah, Mhm. là, nous, enfin, moi, j'ai senti que c'était le moment d'y aller. Et du coup, en 2023, j'ai fait un appel d'offres, j'ai sélectionné un répondant, c'est Klarna, du coup, je leur fais un petit coucou s'il m'écoute. Et bah, on l'a déployé sur le site, mais on l'a pas déployé sur le site en disant, ah, on espère que ça marche bien. On l'a déployé sur le site en l'A/B testant via notre logiciel d'A/B testing qui aujourd'hui est Caméléon parce qu'on a changé. Ok. Parce que c'était moins Qu'est-ce cher, qui fait appel que tu as d'offres. changé juste par rapport au prix? Ok. Voilà. Ouais, Et en termes de voilà. fonctionnalité, c'est similaire à ABTST dans Ouais, l'ensemble? on comprenait pas en fait la différence de prix par rapport à la quasi absence de différence de fonctionnalité. Mais du coup, on a pris au moins cher, quoi. Parce que, Ok, enfin, Mhm. on travaille tous pour dégager une marge et être rentable, hein. Donc, euh, clairement. donc Mais ça, c'est voilà. hyper intéressant que vous ayez AB testé ça, je trouve, parce que on a tendance à se dire le paiement fractionné, c'est le truc qu'il faut faire maintenant, ça va forcément fonctionner. Et en fait, il y a certains types de business où parfois ça ne fonctionne pas. Et nous, on Mm, a eu l'exemple avec un client récemment qui est dans le luxe.
on a testé le Clairement, ouais. paiement fractionné et ça baissait les taux de conversion parce que du coup, ça dégradait potentiellement l'image de la marque. Ah ouais. Et c'était Ça pas du donnait tout de utilisé ou très l'accessibilité. peu. Ouais. Et donc, on a décidé finalement de le retirer. Mais on a eu ce réflexe aussi, comme toi, Ouais. d'AB tester le paiement fractionné, alors que plein de e-commerce se disent non, mais forcément, ça va fonctionner, Mm. on l'intègre Ouais. direct et puis Et voilà, quoi. deux autres choses. Moi, mon panier moyen, enfin, le panier moyen du site Fago, il est de 100 euros. Donc, Ouais. même si on a un panier moyen qui paraît faible par rapport à Ah, des sites de mobilier, ça vaut le coup de ouais. le tester. Ouais, Et c'est en clair. fait, le paiement fractionné, malheureusement, il y a des taux de commission, enfin, des frais de paiement qui sont énormes, x3, x4, x5 par rapport à un paiement classique en une fois. Et du coup, moi, j'avais besoin de vraiment prouver la rentabilité du service. Je ne pouvais pas Ouais. activer du Klarna, voir que mes frais de paiement faisaient x5 et pas savoir si c'était rentable ou non, en fait. Parce que Ça sinon, veut dire qu'en fait, avec l'A/B testing, Martin, tu peux déterminer déjà le taux de conversion, comment il évolue, hmm, mais non seulement le taux de conversion, mais aussi la valeur derrière que ça dégage pour ouais, l'entreprise. Donc, tu ouais, analyses ces deux exactement. données-là, quoi. Exactement, Ok. exactement. Et du coup, ça me permet d'arrêter de prendre des décisions au doigt mouillé en disant, je pense que ça doit marcher. Et là, on voit que Ouais. ça marche. Et du coup, avec l'outil d'A/B testing, on a vraiment, OK, là, le fait d'avoir activé Klarna, c'est plus 5% d'ajout au panier sur la page produit et plus Ok. 2% de finalisation, enfin, de passage de la page panier au tunnel de paiement, à savoir Ouais. l'étape d'identification ou création de compte, quoi. Ok. Et du coup, donc ça c'est pour revenir pour reprendre un peu plus de hauteur sur la partie CRO. Donc il y a une première partie analyse via Ouais. Google Analytics, Hotjar, Clarity, qui s'ensuit des constats et des recommandations et des pour-actions. Et après, toutes nos recommandations et pour-actions, on les A/B teste avec notre outil d'A/B testing Caméléon, et ça nous permet de savoir si ce qu'on fait a un impact positif ou négatif sur le taux de conversion avant de le déployer à 100% du trafic. Et je trouve Ok. que c'est particulièrement utile quand tu travailles avec des prestataires externes. Là, on vient de parler de Klarna, mais il y en a plein d'autres en fait. Et ça permet d'être sûr que quand on paye une licence d'un outil ou des frais de paiement comme avec Klarna, en fait, on gagne bien de l'argent, quoi. Et du Mhm. coup, Clairement. moi, j'avais testé tout pendant les périodes de POC que je négocie avec mes prestataires externes. Et à la fin, c'est la donnée qui a le dernier mot sur est-ce qu'on valide le POC et on continue à travailler avec le prestataire externe ou est-ce que on arrête, quoi. Ok. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai voulu tenter de faire du cross-sell automatisé, donc de la recommandation produit à différents endroits du site, notamment les pages produits, les fameux vous aimeriez aussi. Ouais. Euh, et ça, en fait, par rapport à ma taille de business, en gros, j'avais signé avec un prestataire où la licence annuelle, c'était aux alentours de 20 000 euros. Donc, énorme impact sur le PNL. Euh, et ça, évidemment, on l'a A/B testé. Et en l'A/B testant, on s'est rendu compte que avec ce prestataire-là, ça marchait pas, en fait. C'est-à-dire que les recos de l'IA étaient moins performantes que celles que nous, on mettait en place En manuel, quoi. juste en mettant les best-sellers que nous, on mettait, quoi. Et Clairement. du coup, on s'est dit, OK, là, heureusement que j'ai A/B testé parce que d'une part, je me suis économisé environ 20 000 euros de licence annuelle, mais d'autre part aussi, j'ai pas perdu tout l'argent que Ouais. j'aurais perdu si j'avais eu un moins bon taux de conversion sur mon site, en fait. Ouais, c'est clair. Clairement. Donc, en fait, maintenant qu'on a franchi ce step, cette étape chez Fago de vraiment travailler la conversion, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, mais comment on faisait avant, quoi. Enfin, on prenait des décisions totalement irrationnelles. Et Tu en fait, m'étonnes. je t'imagine pas du tout refaire comme avant, quoi. Mhm. Et moi, je comprends pour un e-commerçant qui commence de se dire, OK, je vais payer un outil d'A/B testing, ça va être genre potentiellement 20 000 euros ou plus pour la licence de mon outil. Et en plus, ça va me demander peut-être 30% du temps, d'un ETP, d'un équivalent temps plein chez moi. Est-ce que ça va être Mhm. rentable? Mais la réponse est oui, quoi. Et oui, à horizon 6 mois, quoi. En 6 mois, c'est rentabilisé. Il suffit de 3-4 A/B tests qui sont concluants. Et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment une reco forte que je fais pour les Ouais. commerçants, c'est de travailler ça à fond, quoi. Du coup, Martin, quand vous faites une modification sur le site, vous faites forcément de l'A/B test ou il y a quand même des modifs que vous faites, vous vous dites non, mais là c'est sûr que ça va améliorer. Hmm. Et en revanche, les modifs, on n'est pas très sûr, là on fait de l'A/B test. Ça Moi, dépend j'ai de la un, bande passante. j'ai En juste un truc là gros, par Ouais. rapport à ce que disait Pablo. Typiquement, l'exemple, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait les produits qu'on recommande, tu sais, vous aimeriez également. hmm, Là, je vois que dans ta page produit, tu as viré cette section-là et tu as mis au contraire les produits complémentaires. Typiquement, avec un t-shirt, tu vends une ceinture, une casquette et autres.
Et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu as dû, j'imagine, AB tester hein, de la recommandation de produit et au contraire du look complété. Comment vous en êtes Ouais, arrivé par ça, rapport à tout ça? elle a pas trop travaillé. Honnêtement, normalement, c'est du best-seller. Donc peut-être qu'en ce moment, on vend pas mal de casquettes et de ceintures. Mhm. Ouais, pour être transparent, on ne travaille pas beaucoup ça. Donc, euh, Ok. donc voilà, là, on est en cours d'intégration sur un autre partenaire pour faire justement enfin, un deuxième essai sur le cross-sell automatisé. Et du coup, là, on va plus le travailler à ce moment-là, quoi. Euh, mais j'ai pas de grands enseignements à dire. Avec une chemise, il faut pousser des t-shirts. Avec un t-shirt, il faut pousser une casquette. Ça, malheureusement, je Ouais. ne peux pas te le dire encore. Ok. Euh, Et dernier truc, par rapport à justement les tests et autres sur la page produit, comment vous en êtes arrivé? Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu faisais beaucoup de benchmarks, tu nous assistais mano mano, Laura Malin, d'ailleurs mano mano, très très bonne UX et CRO sur leur site. C'est aussi un site référence pour nous en benchmark. Mais est-ce que tu benches également aux États-Unis? Enfin, comment en gros t'en es mm, arrivé à ta version de page produit aujourd'hui, que nous on considère ce qu'on appelle les pages produits 2.0 parce que c'est très très tendance. Il y a pas mal Mhm. de sites qui font ça. Il y a Tikamoon, il y en a d'autres aussi également dans différents secteurs d'activité. Mais comment vous en êtes arrivé à cette construction-là? D'ailleurs, même quand tu regardes Shopify, le thème gratuit, on en discutait avec Pablo avant le podcast, le thème down est construit de cette manière-là également maintenant. Donc c'est que cette tendance, elle a énormément émergé. On n'est plus tout mm, sur la page produit standard avec la grosse image et les petites vignettes en dessous. Là, on rentre vraiment dans cette nouvelle construction, ce qu'on appelle les mm. 2.0. Comment tu as benchmarké? Est-ce que c'était aux US? Est-ce que c'était en France? Des choses Ouais, comme ça un petit plutôt peu? en fait, aujourd'hui, on fait 95% de notre CA en France. Du coup, j'ai plutôt benchmarké des sites français pour construire ma page produit aujourd'hui. Cette page produit qu'on voit aujourd'hui sur le site Fago, c'est pas, enfin, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail et de Mhm. 1 an et demi d'amélioration continue avec de la CRO. Ok, bah, dans quelle heure je mets mes blocs, quelle taille de police je mets, enfin tout ça, plein de choses ont été A/B testées quoi. Ouais. Et du coup, ouais, enfin, du coup, benchmark majoritairement en France et A/B tester même en fait l'ordre des blocs sur la page produit. Est-ce que je mets d'abord la description ou d'abord le cross-sell, ou est-ce que je mets les avis produits? Enfin, tout ça, on l'a A/B testé et ça donne cette page qui aujourd'hui marche bien chez nous et qui peut-être marcherait mal chez un autre e-commerçant et qu'il faudrait qu'il adapte à son audience ses produits quoi. Ouais. Alors Clairement. juste par rapport à ce que vient de dire Martin, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que comme la majorité de votre série est en France, tu as pas mal benchmarké en France. Je trouve que c'est une super idée. Il faut faire attention avec les sites américains, même si c'est sympa, ça donne des idées, ça peut donner des hypothèses. Mais les sites américains sont pas du tout les mêmes qu'en France et c'est pas du tout la même audience. Les Américains sont habitués à des sites e-commerce un peu différents, avec des plantes, notamment des sections très larges, des photos et des images qui prennent vraiment tout l'écran. Nous en France, on n'est pas pareil, donc il faut faire un peu attention avec ça parce que l'audience française n'est pas du tout habituée à ce genre de e-commerce et je suis pas sûr que ça fonctionne très bien si tu fais vraiment un site purement US. Donc déjà, je trouve ça assez intéressant que tu restes quand même dans les clous du e-commerce français tout en regardant un peu ce qui se fait à l'étranger. Et pour revenir sur les A/B tests sur la page produit, Martin, là, quand tu disais c'est le résultat de plusieurs années d'A/B testing, Mm. et là tu as donné quelques exemples. Est-ce que tu as des A/B tests sur la page produit qui ont été plus intéressants que d'autres, où tu as eu vraiment des résultats oufissimes. Je sais pas, Ouais, je pense aux avis ou à certaines sections que tu as passées les unes en dessous des autres. Est-ce que tu as des, sans donner forcément des chiffres, mais nous dire, voilà, je me souviens que cet A/B test-là, il avait été vraiment intéressant au niveau des résultats. carrément. Bah ouais, bah j'ai quand même un peu fait mes devoirs avant le podcast. Euh, Sympa. j'ai retrouvé mon top A/B test sur la dernière année et demie. Euh, Trop bien. En gros, sur la page produit, ce qui a été game changer, c'est les avis produits. Nous, on travaille avec Skippers avis vérifiés. Euh, Ça cartonne. Ça Ouais. cartonne. Et en fait, quand on extrapole sur 12 mois, c'est de l'ordre de plus 100 000 à plus 150 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à notre trafic, quoi. Quand tu dis les avis Euh, produits, c'est que vous les avez intégrés, ils n'y étaient pas avant ou Ils vous n'étaient pas avez avant, ouais. un endroit très stratégique sur la page produit? On les a intégrés, ils n'étaient pas présents avant, ouais. D'accord, ouais, c'est Ok. c'est vrai que C'est ça fait vraiment toute la la diff. création du. Euh, Même en tant que tel, les avis produits directement avis vérifiés ou tu as testé Trustpilot, tu as AB testé plein de trucs, j'imagine? Pas forcément. non, j'ai pris avis vérifié parce que solution française. Trustpilot, j'avais des mauvais retours en fait par d'autres marketeurs. Ok. Donc Ouais. voilà, et puis avis vérifié, ils sont assez présents sur le marché français, donc
Donc j'ai foncé Ouais, là-dessus, quoi. les utilisateurs sont habitués à vérifier, Ouais. Ah rien de oui, et nouveau, puis quoi. moi je voulais aussi que ça soit compliant avec Google au niveau pour que les avis remontent en SIA. Et du coup, ça limitait Ouais, un peu le choix des prestataires. ok, Donc voilà. Donc ouais, donc les top fonctionnalités que j'ai AB testé sur la page produit pour améliorer mon taux de conversion. Donc il y a les avis produits. Ça, c'est vrai que si vous l'avez pas, bah mettez-le quoi. c'est clair. Euh, voilà. Deux choses que j'ai bien AB testé aussi, c'est le CTA ajouté au panier. On se posait la question de savoir si on devait le mettre en fixe ou en sticky sur mobile. Et du coup, on a AB testé ça. Et ce qui fonctionne le mieux chez nous, c'est d'avoir un CTA d'ajout au panier sticky sur mobile Mhm. versus Ouais, fixe. Ça, c'est un AB ouais. test assez simple à faire que je recommande aussi. Et Euh, juste là-dessus, Martin, excuse-moi de te couper, on est d'accord, je l'ai vu là sur votre mobile, le add to cart, ouais, il est pas en fixe, donc tu le retrouves à aucun endroit sur la page, il est juste en sticky en bas de l'écran, et ouais. c'est tout. Tu l'as pas, tu le retrouves pas aussi en haut de la page en doublon, quoi. Non, je Tu le l'as retrouve juste en pas. Mais sticky. après, enfin, faudrait que je la teste, ça, tu vois, je l'ai pas AB testé. Ok. Il faudrait que je la teste. Donc voilà, Non, mais donc ça sur. je pense que c'est intéressant. C'est Mm, mm, intéressant parce mm. que c'est vrai que les doublons de add to cart, je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Tu as ton ajouté au panier qui te suit en bas de ton écran, tu le vois très bien, il n'y a pas Ouais. forcément besoin de rajouter un truc en haut, quoi. Ça prend plus de place en plus, du coup, tu descends un peu les informations clés, donc non, ça Mm. peut être assez intéressant, je pense. À voir. Euh, voilà, sur desktop, sur ordinateur, le CTA d'ajout au panier, on l'a juste élargi un peu parce qu'il prenait pas toute la largeur et je sais pas, on a rajouté 20 pixels de chaque côté. Et du coup, il Ok. était plus visible et il était mieux cliqué. Et justement, on se posait la Euh, question, qu'est-ce qui fait que vous l'avez élargi? Parce qu'avant, j'imagine, il y avait peut-être le sélecteur de quantité qui était à gauche, et ce qui faisait que ton bouton était un peu plus étroit. Là, le sélecteur de hmm, quantité, j'ai l'impression qu'il a sauté, ce qui vous a permis peut-être de récupérer la full largeur, non? non, en vrai, c'était déjà comme ça, c'est déjà organisé comme ça, juste c'était moins large. Et en fait, ce qui fait qu'on a testé ça, c'est que, ben, avec notre analyse quantitative via Google Analytics, on s'est rendu compte que notre top prio à travailler, c'était le taux d'ajout au panier. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a eu cette idée. Et ce qui est bien, c'est que bah, tu peux la tester, quoi. Et puis peut-être sûrement à Ouais. l'époque, ouais, ça c'était il y a un an, donc j'ai plus tous les détails du truc, mais peut-être qu'à l'époque, on avait benché, qu'on avait vu que c'était plus gros sur d'autres sites et que nous, c'était un peu petit. Ok. Voilà. Mais voilà, nous, ça a bien marché. Et récemment, cette année, le paiement fractionné dont j'ai déjà parlé, qui a bien marché. Il y a un autre truc qui a bien marché en A/B test, c'est pas sur la page produit, mais c'est sur la page catégorie, donc la page où on liste tous les t-shirts, par exemple. C'est on a Mhm. changé l'ordre des produits, l'ordre des photos, pardon. Avant, on mettait en image 1 un pack shot, donc c'est-à-dire le produit non porté sur fond blanc. Ok. Euh, et on a testé de mettre en première position une photo portée par un mannequin. Et on s'est rendu compte que ça améliorait énormément le taux de clic depuis les pages catégories, ce qui est top pour nous parce que c'est ces pages-là qu'on utilise majoritairement en CRM et en ads. Et du coup, bah, on a baissé le taux de rebond, amélioré le taux de consultation de fiches produits, qui est aussi un enjeu pour nous. Euh, Ça, c'est très intéressant vraiment à A/B tester, les amis, parce que nous, on a fait des A/B tests pour plusieurs clients sur ce point-là, et on a vraiment les deux, quoi. Un coup, c'est le pack shot qui fonctionne, et un coup, c'est le produit qui est mis en situation. Ça dépend vraiment du secteur d'activité et du produit. Je pense que les t-shirts, enfin les vêtements, ça marche bien parce que tu les vois porter, donc tu te visualises plus Projette. avec le vêtement, donc tu as plus envie d'acheter. Mais tu as d'autres produits où ça marche beaucoup mieux en pack shot. Donc vraiment, ça c'est A/B testé, on peut pas, il n'y a pas de règle générale là-dessus. La vidéo clairement. en deuxième position également, vous voulez peut-être AB tester ça, parce que c'est vrai que c'est Pas intéressant comme encore. approche. Pas encore, pas encore. Non, on veut la tester d'avoir des vidéos. Aujourd'hui, on a des vidéos sur le site au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on a genre 40 produits qui Ouais. ont des vidéos, euh, Mais ça, tu peux pas mais le pas voir, le taux de plus. conversion par page produit. Toi, tu fais un Ouais, mais fichier Bluetooth, tu il dis faudrait que je fasse un A/B test et que je cache la vidéo. Enfin, ça, je l'ai pas encore fait en Ouais. vrai. non, non, pas C'est pas que je forcément, vais mais pas tu le prends faire, mais toutes tes pages produits qui ont déjà la vidéo ouais. intégrée, ceux qui ne l'ont pas, et tu vois à peu près Hmm. la moyenne de taux de conversion, comment ça Après, il y peut a trop de prendre. critères à prendre en compte, quoi, Ouais, aussi à en fait, côté. le truc, c'est qu'aujourd'hui, on met. Enfin, c'est biaisé parce que, euh, en gros, j'ai 40 produits qui ont des Des vidéos, mais vidéos. ces 40 produits-là, ils ont été sélectionnés précautionneusement. Et en fait, on s'est basé sur les meilleures ventes en wholesale. Donc, juste pour petit rappel, le wholesale, donc c'est une saison, c'est une temporalité de vente différente. C'est-à-dire que c'est de la précommande chez nous. Et que du Ok. coup, par exemple, là, on est en septembre 2023, donc c'est le début de la collection Fall-Winter 2023.
sur notre site, mais en wholesale, ça a été vendu de janvier à juin. Et du coup, en fait, quand je fais le shooting, j'ai déjà mes best-sellers en wholesale, et c'est sur ces produits-là que je fais mes vidéos. Et du coup, forcément, ces produits-là, c'est ceux qui se sont vendus le mieux en wholesale, et c'est ceux qui se vendent le mieux aussi en B2C, quoi, sur le web. Donc, si je vais regarder ça, forcément, ça va mieux marcher, quoi. Mais ça va pas mieux marcher parce que j'ai des vidéos, forcément. Ça va mieux marcher parce que j'ai pris mes best-sellers wholesale. Ils se vendaient déjà, quoi, plus ou moins. Ils n'avaient pas forcément besoin tout de suite de la vidéo. Voilà. Et en fait, si on veut passer de 40 produits avec des vidéos à 100% des produits avec des vidéos, ça veut dire qu'on rajoute 2 journées de shooting dédiées, et que une journée de shooting, c'est entre 10 et 15 000 euros. Donc, en fait, un shooting, c'est une équipe de 10 personnes qui taffent, quoi. Ça, faut vraiment AB tester le coût de la vidéo, alors. Voilà, c'est obligatoire. Mais après, il y a différentes manières de faire de la vidéo. Si tu fais de la vidéo, nous, on fait de la vidéo, de la vidéo portée, mais pendant nos shootings en campagne. Après, si tu fais de la vidéo en studio sur un fond blanc, potentiellement, ça te coûte beaucoup moins cher. Mais en tout cas, chez nous, ça nous coûterait 10-15 000 euros. Ça nous coûterait plutôt entre 20 et 30 000 euros de faire plus de vidéos. Et du coup, il faut qu'on la teste. Mais là, en fait, on a eu d'autres priorités. Et c'est ça aussi qui est un peu. Tout à l'heure, Pablo, tu me posais une question. Est-ce que tu AB testes tout? La réponse est non. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une question de bande passante d'AB test. En gros, je ne peux pas avoir 15 AB tests sur mon site en même temps. Bien sûr. Parce que si tu mets 3 AB tests sur ta page produit, ça ne va pas être représentatif statistiquement, quoi. Parce que tes audiences, elles vont être trop splittées, ou alors ça va mettre trop de temps à atteindre les seuils de minimum de conversion pour être représentatif. Donc, pour faire simple, je fais entre 2 et 3 AB tests par mois sur mon site. Et parfois, j'ai envie de déployer un truc tout de suite et pas d'attendre le mois prochain qu'il y ait de la place pour faire un AB test. Exemple très concret, moi je travaille avec Payplug comme PSP que je recommande fortement à 200%. Et en gros, là, ils avaient une nouveauté produit dans leur module pour PrestaShop, c'était Apple Pay. On est tout début janvier, ça sort. Et le 12 janvier, j'ai les soldes qui commencent. Les soldes d'hiver, c'est genre 20% de mon C annuel. Je vais pas prendre le temps d'AB tester ça pendant 3 semaines. Sinon, je rate les soldes, en fait. Je rate le créneau des soldes. Et du coup, ça fait un manque à gagner. Et là, par rapport à mon audience Fago, où je vois sur mon site que genre j'ai 50% de mes users, voire 60% de mes users qui sont sur iPhone, sur mobile, je sais qu'Apple Pay, je suis hyper affinitaire par rapport à mon audience client, quoi. Donc ça, je l'ai pas AB testé et je l'ai déployé direct. Et d'ailleurs, Day One, premier jour, c'était 10% de mes paiements, quoi. Waouh, impressionnant. Et du coup, comme quoi, au dos mouillé, des fois, ça passe aussi. Hein. Et comme quoi, au dos mouillé, ça passe aussi. Et surtout, là, je l'ai pas AB testé parce que je payais pas plus, en fait. C'est-à-dire que c'était déjà dans ma licence Payplug et qu'il n'y avait pas un surcoût à l'activer ou non, quoi. Et voilà. Et surtout, ma roadmap AB test, elle est un peu longue comme le bras, et donc il faut prioriser. Et ça, ce truc-là, je pense qu'on AB testera jamais, quoi. Question par rapport à la construction du site. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti sur PrestaShop, pas forcément Shopify? Parce que Shopify, maintenant, est assez bien rodé concernant tous les aspects de l'e-commerce. Il commence à être quand même assez leader de ce secteur-là. Comment vous êtes parti sur PrestaShop? Qu'est-ce qui ont été les critères? Est-ce que vous vouliez, par exemple, être maître du code du checkout? Parce que c'était un peu le gros défaut de Shopify à l'époque. Maintenant, ça va le devenir un peu moins avec le checkout one page. Mais comment vous en êtes arrivé à cette Dernière conclusion? question avant de passer à la fin. Ouais. Cocorico, déjà, PrestaShop, c'est français. Et après, la réponse de Pain, c'est que c'est gratuit aussi. En fait, on s'est pas mal posé la question. Et parce qu'on a fait une refonte, j'ai fait une refonte e-commerce du coup en 2021-2022. Et en gros, par rapport à nos besoins Fago, qui sont celui d'un e-commerçant omnicanal, parce qu'on a notre réseau boutique en propre, Shopify avait des inconvénients. Nous, on voulait pas mal casser le code de la page produit et page catégorie pour faire du spécifique, notamment faire apparaître les stocks boutiques dès la page produit et dès la page catégorie. Et en gros, par rapport à nos besoins, avec un Shopify Plus où on cassait pas mal de code, en fait, on se retrouvait à perdre les avantages de Shopify qui sont des temps de chargement exceptionnels, bas. Et du coup, on aurait perdu cet avantage-là.
Et en plus, partir sur un thème custom, je crois que ça coûtait hyper cher. À l'époque, on s'était fait accompagner par un cabinet de consultants pour prendre cette décision. Et voilà. Et en plus, il y a plein de modules. Enfin, je crois qu'il y a pas mal de coûts quand même. Comme tes modules, tu as un abonnement mensuel, ça te revient assez cher, plus la commission de vente Shopify. Voilà. Donc la première raison, c'est le coût. PrestaShop est gratuit. Et la deuxième raison, c'est par rapport à nos besoins d'e-commerce en omnicanal, c'était plus adapté PrestaShop. Ok. Ok, ça marche. Bon, bah top, Martin. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer aux dernières questions. On voulait te demander, Martin, est-ce que tu as en tête un nom de e-commerce que tu rêverais de voir passer sur le podcast? Ouais, bah moi j'ai pas mal échangé ce début d'année avec Axel Corton de Inouï Édition et c'était hyper intéressant. Donc je pense Ok. que. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il a signé chez Caméléon sur Marocco. Donc Ah, ils commencent à génial. se mettre pas mal sur la conversion aussi. Donc je pense que leur retour d'e-commerçants qui font leur premier pas sur un outil d'A/B testing peuvent être intéressants, quoi. Ouais. Je crois que je l'avais eu au téléphone, un fun fact, mais il y a quelques mois, il me semble. Et je lui avais présenté un peu le process CRO qu'on faisait. Et après, j'avais plus trop eu de nouvelles. Mais il s'intéressait déjà pas mal au CRO il y a quelques mois, effectivement. Mm. Et son business est très chouette. Et du coup, s'il nous entend, peut-être qu'il sera intéressé de passer sur le podcast. Ça peut être cool, ouais, pour nous donner cet insight. Ok, top, Martin. Est-ce que si on veut te contacter pour faire du business avec toi ou si on a des questions à te poser, comment on fait? Bah, moi, je suis sur LinkedIn, Martin Charousset. Vous pouvez me trouver. Hyper simple. Martin Charousset Fago Magnifique. dans LinkedIn, c'est parfait. Après, Super. je donne pas mon téléphone perso ou mon mail, parce que sinon, après, je me fais Sinon, ouais, tu un vas peu te faire harceler, spammer. quoi. Enfin, je me fais C'est déjà pas ça. mal spammer, donc. De toute façon, on C'est ça, mettra ton j'imagine. profil Mais LinkedIn ouais. sous le lien du podcast, donc on te retrouvera assez Ouais, exactement. facilement. On mettra ton Donc lien. voilà. Si vous êtes Bon, e-commerçant et que vous avez des questions par ouais, rapport à ce que j'ai dit, vraiment, venez me voir. Enfin, toujours un plaisir d'échanger. Je le fais pas mal. Et j'essaie de le trop faire un sympa. maximum. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes. Donc, comment je nourris ma roadmap d'A/B test, mais une grosse partie, donc il y a une partie benchmark, je disais, il y a aussi une partie Ouais, d'échange avec mes homologues. Donc là, je parlais d'Axel Corton de Inouï Edition, mais j'essaie de faire au moins 2 calls par mois avec des ah homologues, ouais, déjà, juste pour, en fait, tu vois, parler, échanger. Échange, ouais. C'est quoi tes sujets du moment, quoi? C'est quoi ce truc qui marche bien? Je sais pas, qu'est-ce que tu as testé en ce moment ou déployé en prod sur ton site qui marche bien? Et ça permet d'avoir des idées, même ouais. des recos sur des prestats. Ah ouais, t'as testé ce prestat-là, ça a bien marché, oui, non. Voilà. Ah, c'est top. C'est top. Ok, super point. Bon, bah merci beaucoup, Martin. En tout cas, c'était super chouette cet épisode. Plein de bons conseils et merci pour ton temps. Et puis, du coup, à très vite. Ouais, bah merci encore pour l'invitation. J'espère que les gens qui ont écouté auront appris plein de choses et encore une fois à C'est dispo sûr. si vous avez des questions. Ça marche. Super, Allez, merci salut les gars, Martin. merci. Salut, bonne journée.